Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique marché à thème consacré ce soir au ratio de Shiller. Une des manières d'évaluer la valorisation, la cherté des marchés dans leur ensemble, d'un secteur boursier particulier. On va en parler avec Carmine Defranco qui est avec nous par téléphone, directeur de la recherche d'Osiam. Bonsoir et bienvenue Carmine. Merci beaucoup d'être avec nous. On parle avec vous de ce ratio de Shiller parce que chez Osiam, il y a une stratégie sur laquelle vous êtes, une stratégie que vous proposez depuis de nombreuses années qui est fondée justement sur l'utilisation de ce ratio, cette manière de valoriser, de comprendre la valorisation des marchés. Il faut d'ailleurs expliquer ce qu'est ce ratio de Shiller pour commencer, Carmine. On connaît le price earning, qui est la manière un peu immédiate de valoriser les marchés actions. On regarde le prix d'une action, d'un secteur, d'un marché, et on le rapporte aux bénéfices estimés ou aux bénéfices passés. Ça, c'est le PE traditionnel. Qu'est-ce que le PE de Shiller apporte de plus dans l'analyse qu'on peut faire des marchés, Carmine ? Bonsoir Grégoire. Tu le dis bien, c'est une métrique que le prix Nobel Shiller avait introduite il y a très très longtemps, dans les années 80. Donc c'est assez marrant et toujours intéressant de regarder un ratio financier qui dure aussi longtemps dans les marchés. Mais quelque part, Shiller avait essayé de convenir avec une métrique qui permettait d'aller un peu au-delà du price earning traditionnel, puisqu'on sait très bien que le price earning traditionnel, c'est très utile pour valoriser un peu des marchés, des secteurs, des actions, mais il a un biais très fort par rapport aux derniers résultats. Donc les bonnes années, on a des ratios très bons, et puis les mauvaises années, c'est des ratios très volatiles. Donc c'est une métrique très volatile. La métrique de Shiller, elle, permet quelque part d'intégrer le cycle économique. Et donc du coup, on ne va pas regarder quel est le dernier chiffre d'affaires ou revenus des entreprises, on va les moyenner sur une période qui est assez longue, 10 ans, donc dans lequel on peut espérer avoir un cycle de marché haussier, éventuellement une baisse, éventuellement un rebond. Donc quelque part, ça va donner une métrique, une valorisation beaucoup plus complète, non pas par rapport au dernier gain justement, mais par rapport au cycle économique. Donc une métrique moins volatile sur laquelle effectivement on peut faire des stratégies de rotation qui sont beaucoup plus robustes. Oui, c'est ça qui est intéressant, Carmine. Je comprends que effectivement, on peut regarder un PE immédiat avec les 12 derniers mois ou les 12 prochains mois, conclure que peut-être un secteur est cher ou voire survalorisé, mais quand on regarde ajusté du cycle, comme le dit Shiller, sur les 10 années, en moyennant les 10 années passées, on peut constater qu'un secteur n'est peut-être pas aussi cher que ce que nous donne le PE actuel. Exactement, donc ça c'est, disons, quelque part la deuxième étape, c'est du moment où on accepte le principe que une métrique de valorisation, pour que ce soit robuste, pour qu'elle ait un sens prédictif quelque part, il faut que ce soit assez longue. Donc si on part de ce principe-là, on peut commencer à se poser la question, du coup, comment une gestion value, on peut utiliser la métrique de Shiller. Or, le problème est que si on essaie toujours d'acheter des choses qui sont moins chères, on finit toujours par acheter à peu près les mêmes secteurs. Et donc, l'idée, c'est aussi de changer de perspective. Et donc, plutôt que de répondre à la question qu'est-ce qui est cher ou pas cher, on va se dire qu'est-ce qui est bien valorisé par le marché. Donc on va passer plutôt dans une optique relative. Et ça, c'est d'autant plus important puisque on l'a vu ces dernières années aux États-Unis, tout est devenu très cher, le marché action américain est cher, et nonobstant cela, il continue à bien performer. Donc du coup, on change de perspective et on se dit qu'est-ce qui est bien valorisé et qu'est-ce qui ne l'est pas sous la base de la métrique de Shiller. Donc ici, maintenant, vous pouvez comparer tous les secteurs. Donc tous les secteurs sont à peu près comparables en relatif, et on peut essayer d'anticiper que si retour à la moyenne il y a, du coup on a intérêt à être investi dans les secteurs qui sont moins chers par rapport à leur potentiel historique. Donc c'est ça qui est très important et qui fait un peu toute la différence de cette approche, c'est qu'on ne va pas regarder ce qui est pas cher en absolu, mais on va le regarder par rapport à une historique très longue. Et donc voilà, pour te donner un exemple vraiment basique, nous on est un gérant value que depuis des années, on a été investi dans le secteur tech américain, ce qui parfois peut être un peu paradoxal puisqu'on sait très bien que la tech, c'est pas forcément le secteur value par définition. Mais quand on regarde son potentiel, on apprécie très bien que selon la métrique Shiller, il est sous-valorisé, donc du coup voilà, on peut avoir un gain positif, au moins en moyenne, quand on y investit.
Intéressant. Donc, vous avez une stratégie, un ETF, effectivement, qui est basé sur l'utilisation de ce ratio de Shiller qui existe depuis des années, Carmine. Et vous dites même dans les grandes années de la tech, vous êtes resté investi sur la tech américaine parce que, justement, en utilisant cette métrique de valorisation, ce moyen de regarder la valorisation des marchés en relatif, vous trouviez que la tech n'était peut-être pas encore survalorisée. Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc, ça explique aussi pourquoi, par exemple, sous les marchés américains, et c'est très difficile pour une gestion pure value d'aller chercher une performance S&P 500 plus quelque chose, Ouais. puisque c'est très clivant. C'est sur le marché américain, soit vous avez la tech, ça marche et vous faites le benchmark, soit vous n'avez pas de tech, et donc du coup, ce sont des paris énormes, parce que le poids de la tech dans les indices traditionnels est très élevé. Et donc, quelque part, cette approche différente permet de changer de perspective. Et donc, vous pouvez avoir des investissements sur des secteurs, même à des moments assez particuliers. Par exemple, moi je me rappelle en 2020, vraiment dans les pires moments de la crise, et ben, le ratio Shiller avait identifié le secteur financier financier américain comme étant une opportunité, puisqu'il était bien au-dessus de sa valorisation, de son potentiel historique. Et ben effectivement, voilà, c'était plutôt un bon pari pour nous, puisque voilà, on connaît la performance du secteur depuis justement le rebond de 2020. Donc voilà, c'est ça qui permet d'être moins lié aux earnings très très récent, parce que ça peut être affecté par le cycle économique, voilà, parfois ça peut être même négatif, comme ça a été le cas en 2020, mais du coup voilà, ça permet d'avoir une perspective longue, ça change la perspective et ça donne des résultats qui sont beaucoup plus intéressants. Et du coup, à l'heure actuelle, là, votre ETF Shiller chez Osiam, il est investi de quelle manière, Carmine ? Qu'est-ce qui justement justifie, en termes de secteur, là, d'être investi aujourd'hui avec cette logique de long terme ? Alors aujourd'hui, on a une approche qui est assez, je dirais, équilibrée et plutôt en ligne avec ce qu'on a fait ces dernières années, que ce soit sur la version, disons, normale, celle qui est plus ancienne, on avait lancé en 2015, et la version ESG aussi, qui va fêter justement les 3 ans ce mois-ci. Et donc on est sur une 50% du portefeuille sur des secteurs technologiques et les communication services, donc tous les nouveaux Google et Facebook. Donc c'est une partie plutôt cyclique, plutôt technologique, à perspective long terme. Et puis, on est encore investi sur les financières, il y a encore du potentiel selon la métrique de Shiller, et un peu plus le défensif sur la santé. Donc, vous voyez, c'est un portefeuille qui est assez diversifié, mais qui va chercher quand même des secteurs qui sont plus bas par rapport à leur potentiel. Et puis, donc, ça, c'est la version normale. Et donc, la version ESG, elle, va effectuer un stock picking à l'intérieur des secteurs, drivé exclusivement par des métriques ESG et d'empreinte carbone. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la couche ESG vient s'appliquer aux secteurs qui sont définis par le modèle, et c'est là où vous faites la sélection ensuite titre par titre. Hein. Exactement, puisque les métriques de Shiller, historiquement, que ce soit le ratio de Shiller traditionnel ou ceux des secteurs, ils sont appliqués au marché entier. En revanche, la version ESG va se poser la question de, une fois que j'ai choisi un secteur, comment, à l'intérieur du secteur, je peux aller déterminer des entreprises que je vais investir ou que je ne veux pas investir pour des raisons très idiosyncratiques. Alors, par exemple, nous, on élimine tout ce qui est dans l'armement controversé, ou alors avec des breaches, avec les principes des Nations Unies, le tabac, le charbon thermique. Et puis ensuite, l'allocation va être faite en essayant de minimiser et de réduire l'empreinte carbone. Donc, on atteint des niveaux de 40% en moyenne, quels que soient les secteurs, donc que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans la tech, que ce soit dans la financière, etc. Donc c'est ce qu'on appelle des approches de overlay qui permettent de respecter la gestion financière, mais qui vont ajouter une dimension sustainable qui est harmonieuse et complémentaire par rapport à la gestion financière. Bon. Gestion très active finalement, Carmine. On s'arrêtera là-dessus, mais c'est vrai qu'Osiam, on vous connaît pour les stratégies ETF, alors qui sont des stratégies smart beta. Hein. Très souvent, c'est comme ça qu'on les présente, Carmine. Mais ça montre qu'on peut faire une gestion de conviction, une gestion active finalement à travers des trackers d'une certaine manière, ou des paniers en tout cas. Surtout sur un marché qui est quand même compliqué comme le S&P 500, puisqu'on sait très bien que sur le long terme, le S&P 500, c'est difficile à battre. Et donc, une approche différente, une approche de perspective longue, peut donner une possibilité de faire un peu mieux, ce que nous, on a réussi à faire avec les 2 ETF, que ce soit le ESG et le normal, depuis qu'on a lancé. Donc, c'est des performances en plus du S&P 500 sur
un marché qui a été essentiellement drivé par les valeurs de croissance. Donc du coup, voilà, ça, même en optique de diversification, c'est un outil très efficace pour nos investisseurs. Merci beaucoup Carmine. Carmine Defranco qui est avec nous par téléphone, directeur de la recherche d'Osiam dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.